la Cour de justice internationale va pouvoir rendre une ordonnance et il y a dans le traité le règlement de la Cour internationale de justice, une priorité qui sera donnée. C'est pour ça d'ailleurs que les prochains jours, une audience se prépare, alors que la plainte a été déposée seulement le 29 décembre en demandant en urgence un peu des mesures provisoires protectrices, l'arrêt des combats. Israël va devoir répondre. Elle ne peut pas boycotter la Cour. C'est extrêmement rare qu'un État ne réponde pas. Nous avons le plaisir, comme je l'ai annoncé dans la présentation de cette heure d'actualité, d'être en ligne avec Maître Déborah Abitbol. Déborah, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous êtes avocate internationale et avec vous, je voudrais que nous revenions sur ces derniers développements, peu courants, il faut bien l'avouer, à l'initiative de l'Afrique du Sud de déposer donc un recours contre l'État d'Israël pour génocide dans la bande de Gaza. Devant la Haute Cour de justice internationale de La Haye, et puis une décision d'Israël qui est là aussi très rare, puisqu'en général on a l'habitude de voir l'État d'Israël boycotter ces instances internationales. On voit que là, cette fois-ci, Israël a décidé de réagir, d'être présente et d'envoyer un représentant, un juriste qui devra défendre, on va dire, les positions d'Israël. Alors, je voudrais d'abord avec vous faire le point et expliquer à nos auditeurs, parce que parfois c'est un peu compliqué, même moi, je n'arrive pas toujours à faire la distinction. Quelle est la distinction entre la Haute Cour de justice internationale de La Haye et la Cour pénale internationale ? C'est exactement la même chose ? Effectivement, Daniel, je vous rappelle qu'on en avait discuté, qu'il y avait quand même des moyens extrêmement restreints par rapport à la Cour pénale internationale qui, elle, est en capacité de poursuivre des personnes physiques, des organismes, des groupements terroristes. Or, ici, on a une nouvelle plainte qui a été déposée par Pretoria et qui, de façon très judicieuse, a saisi la Cour internationale de justice. Elle siège à La Haye et cette Cour, sa fonction principale, c'est de régler les litiges entre États. Donc, seulement Israël, en tant qu'entité, pourra être condamné si condamnation il y a. Ça veut dire, que je comprenne bien, la démarche de Pretoria des Sud-Africains, elle est rusée, c'est-à-dire elle va justement dans le sens où seuls les Israéliens pourront être reconnus coupables de crimes, certainement pas le Hamas, parce qu'il n'est pas un État. Alors, il faut bien comprendre. Effectivement, vous vous rappelez qu'on avait justement étudié et analysé d'un point de vue de la qualification juridique cette plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud. Il faut bien le comprendre. D'abord, il faut savoir que la Cour internationale de justice, qui siège à La Haye et qui est l'organe principal en fait des Nations Unies, a été instituée en 1945. Bien évidemment, sur cette base, la charte de l'ONU, la plupart des pays sont adhérents de cette Cour internationale de justice, puisque Israël en fait partie depuis 1949. Elle a été instituée en 1945 et l'Afrique du Sud est également partie. Donc ça donne la Cour internationale de justice tire sa compétence, en fait, si vous voulez, des États signataires. Et effectivement, vous allez me dire, mais elle a un pamphlet. Ce qui n'est pas le cas si les États sont signataires de certaines conventions. Et on va en discuter. La plainte est faite sur fond de violation de la Convention contre la répression et contre la prévention des crimes de génocide. Donc ça a été effectivement extrêmement subtil. Donc que je comprenne bien, la Cour internationale de La Haye a, dans le cas précis, plus de pouvoir de sanctionner Israël que la Cour pénale internationale ? Complètement, Daniel. Et en fait, puisque Israël est non seulement signataire et adhérente de cette cour, mais elle est également signataire. Et j'ai envie de dire que l'Afrique du Sud Pretoria joue sur ce fait que c'est l'arroseur arrosé. En 1945 et en 1949, lorsque Israël est devenu signataire de cette convention contre le génocide, elle venait d'en subir un. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette convention, on lui reproche certains actes et omissions qui revêtraient en fait un caractère génocidaire. C'est-à-dire que la plainte de l'Afrique du Sud, qui fait un peu plus de 80 pages, relate en fait, si vous voulez, ne serait-ce qu'à travers les réseaux, les médias, et c'est pour ça qu'on a une guerre de communication qui est extrêmement importante. La plupart des discussions ou des déclarations en fait de certains ministres comme Ben Gvir, Smotrich, etc., en disant qu'il va falloir déplacer la population, que le Hamas
et la population gazaoui. Toutes ces, si vous voulez, ces affirmations, et c'est pour ça que c'est souvent condamné par Netanyahou, toutes ces affirmations ont été recueillies et on a essayé de prouver dans cette plainte de l'Afrique du Sud qu'il y a une intention génocidaire, une intention d'éradiquer la population de Gaza. Alors maintenant, comme je le disais, donc là, de facto, Israël est obligé de réagir et de se porter parti, donc de réagir à cette démarche. Quels sont les instruments, on va dire, juridiques dont dispose Israël pour repousser, on va dire, le recours des Sud-Africains ? Oui, alors tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'Afrique du Sud elle a des très bons juristes, il faut le savoir. Elle a des très bonnes universités de juristes, d'avocats. Elle a fait une requête introductive d'instance, d'accord ? Et en fait, elle n'a pas demandé une condamnation immédiate d'Israël pour des crimes de génocide. Elle a été beaucoup plus intelligente et elle joue un jeu d'échecs extrêmement dangereux pour Israël puisqu'elle a demandé ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires sont des demandes sans délai qui sont faites par un pays, et vous allez voir, on va en discuter, puisque l'Afrique du Sud n'est pas concernée par un crime de génocide sur son territoire. Elle se fait le porte-parole de la Palestine, qui est au demeurant signataire également depuis 2018. Ce qui se passe en fait, c'est qu'elle va demander des mesures conservatoires à la Cour internationale de justice en demandant sans délai l'arrêt des activités militaires sur le territoire de Gaza, au risque finalement d'un préjudice continu et de prévenir un nouveau préjudice génocidaire, puisqu'elle prouve en fait qu'elle s'est livrée, elle se livre et elle risque encore de se livrer à l'avenir à des crimes contre la population. Donc la Cour de justice internationale va pouvoir rendre une ordonnance, et il y a dans le traité le règlement de la Cour internationale de justice une priorité qui sera donnée. C'est pour ça d'ailleurs que les prochains jours, une audience se prépare, alors que la plainte a été déposée seulement le 29 décembre en demandant en urgence un peu des mesures provisoires protectrices, l'arrêt des combats. Israël va devoir répondre. Elle ne peut pas boycotter la Cour. C'est extrêmement rare qu'un État ne réponde pas. D'ailleurs, il y a énormément de décisions qui sont rendues. Même la Russie répond de ces actes par rapport à des requêtes qui ont été déposées par l'Ukraine. Donc c'est quand même une cour qui est extrêmement respectée, et il va falloir effectivement pour Israël se défendre, peut-être invoquer une incompétence territoriale, mais on va en discuter. Et c'est vrai qu'Israël va devoir se préparer avec un arsenal juridique extrêmement important et faire également à son tour une guerre de communication pour prouver que toutes les cibles terroristes du Hamas ont été extrêmement précises. Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites. D'ailleurs, on le disait dans le premier journal d'information, ce pourrait être Alan Dershowitz, qui est un juriste de renommée internationale américain, qui pourrait défendre l'État d'Israël devant donc la Haute Cour de justice à La Haye. Mais si je comprends bien, en fait, on s'était habitué dans ces instances juridiques internationales à dire que finalement toutes les procédures étaient extrêmement longues, laborieuses, que cela prenait des années avant d'étudier des dossiers et encore de nombreuses années avant de condamner un pays. Là, en fait, les Sud-Africains tendent un piège à Israël et un piège immédiat, c'est-à-dire oblige Israël à réagir immédiatement. On n'est pas dans le délai, on est dans une démarche à réagir dès la semaine prochaine. Oui, exactement, Daniel, tout à fait, puisque c'est des mesures conservatoires, c'est-à-dire que la Cour doit se prononcer immédiatement. Et elle a compétence puisque les deux pays sont signataires, et Israël est signataire, en particulier de la Convention pour la répression et des crimes de génocide. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va devoir organiser sa défense. Alors j'imagine qu'il va y avoir des éléments de forme et de fond, des vices de procédure. Pourquoi je vous parlais justement de vices de procédure? C'est que l'Afrique du Sud se fait le porte-parole sur fond de violation de la Convention contre les crimes de génocide, se fait le porte-parole de la Palestine, mais elle n'établit pas un lien direct sur un préjudice qu'elle aurait subi. Donc c'est extrêmement rare, mais la Cour a accepté cette requête. La première étape donc sera de décider de mesures conservatoires. Si les mesures conservatoires ne sont pas respectées par Israël, à savoir une demande immédiate d'arrêt ou de rendre, en fait elle rend des avis consultatifs, mais cet avis consultatif peut dire que Israël n'est pas suffisamment au fait, ne protège pas suffisamment la population gazaouie. Oui, mais alors concrètement, quelles peuvent être
quel peut être l'impact d'un verdict de la Cour internationale de La Haye s'il arrive rapidement, concrètement? Est-ce que c'est seulement déclaratif ou alors il y a, c'est-à-dire l'ONU peut arriver et qu'est-ce qu'elle peut faire contre l'État d'Israël? Alors, effectivement, il y a un mécanisme de contrainte, c'est-à-dire que c'est des décisions contraignantes. Et il est très rare, puisque j'ai regardé hier l'ensemble des arrêts des ordonnances, il est très rare que ça ne soit pas respecté. On a par exemple des décisions, des ordonnances de l'Iran contre les États-Unis, où l'Iran a gagné. C'est vrai qu'on passe beaucoup sous silence les condamnations des pays signataires tels que les États-Unis ou Israël ou d'autres pays occidentaux. Ce qui se passe, c'est que si Israël ne s'exécute pas, dans un premier temps, sur les mesures conservatoires qui vont être décidées par la Cour avec un quorum de juges, et notamment, il faut savoir quand même que la présidente est américaine. Si Israël ne s'exécute pas, elle peut demander, la Cour est en droit de demander, des injonctions pour faire exécuter ces mesures auprès du Conseil de sécurité. Donc, si vous voulez, Daniel, on reviendrait un petit peu à une décision du Conseil de sécurité de condamnation d'Israël. Il se peut, encore une fois, que les États-Unis mettent leur veto, mais là, il y aura quand même une très forte pression de la Cour internationale de justice, puisque en son sein, il y a des juges américains. Alors, je reviens avec vous. On a quelques difficultés à vous entendre cette dernière minute. J'espère la liaison va se rétablir. Mais je voudrais maintenant revenir sur le fond de la requête, de ce recours. Qu'est-ce que ça veut dire des intentions génocidaires? Qu'est-ce que ça veut, comment on peut prouver qu'Israël avait des intentions génocidaires contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza? Alors, Daniel, la problématique qui se pose, c'est ce qu'on avait expliqué, et malheureusement, la plupart des antisémites, des antisionistes, leur principale arme sont les moyens de communication sur les médias, de montrer effectivement à chaque fois soit des fake news, on le sait, il y a souvent eu des poupées, il y a souvent des images qui viennent de Syrie et qui sont mises sur les réseaux sociaux en expliquant que ce sont des bombardements de l'armée israélienne dans cette période après le 7 octobre. Et en fait, l'Afrique du Sud reproche à Israël depuis le 7 octobre d'avoir donné une réponse disproportionnée. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne ferait pas cas dans les immeubles de savoir différencier la population des terroristes. Et comme on le sait, on l'a prouvé, le porte-parole de l'armée fait des discours, des déclarations tous les jours, actualise le monde tous les jours sur le fait que le Hamas utilise la population comme bouclier. Je pense qu'il s'agira d'une question juridique de savoir si on peut quand même qualifier des crimes de génocide sur une population qui, elle, n'est pas intéressée à ce conflit. Quoique on a vu, et on aura également des éléments à prouver auprès de cette cour, que certains civils ont passé la barrière, certains, j'ai envie de dire même des milliers de civils, qui sont venus porter main forte au Hamas, puisqu'on a même vu que certains civils sont repartis avec des otages. Donc il y a quand même ici des éléments en faveur de la défense d'Israël, mais l'Afrique du Sud revendique plus de 20 000 morts, des enfants, et c'est sur ça que joue, si vous voulez, la plainte, en expliquant que Israël ne donne pas une réponse proportionnée, ciblée sur les terroristes du Hamas, mais qu'elle inclut à de nombreuses reprises la population de Gaza. Alors, vous nous disiez que la présidente de la Cour internationale est une Américaine. La question que je voudrais vous poser, est-ce que les dés sont pipés d'emblée pour Israël? C'est-à-dire, est-ce que, même si Israël se défend le mieux possible, même si elle amène par exemple un juriste de renom comme Alan Dershowitz qui saura argumenter pour défendre Israël, eh bien, d'emblée, Israël, parce que c'est l'ONU, parce que s'il y a ces majorités automatiques, eh bien, on va se retrouver et sur le banc des accusés, pas seulement sur le banc des accusés, mais très automatiquement condamnés. Alors, il faut savoir, Daniel, un point très important, c'est que Israël est en droit d'actionner une demande auprès de la Cour qui est d'intégrer un juge israélien. Ce qui serait aussi incroyable de voir, est-ce qu'on va avoir un juge qui va être
défendeur d'Israël, ce qui pourrait être quelque chose de novateur. Mais est-ce que le juge israélien qui va être nommé, et par qui il va être nommé, va pouvoir porter la voix de la défense d'Israël? C'est une première chose. C'est-à-dire que dans le quorum des juges, Israël va pouvoir demander la participation d'un juge dans le cadre de cette plainte et sur la procédure contentieuse qui s'annonce. Mais effectivement, Daniel, lorsqu'on voit la nationalité des juges, on le sait très bien, il y a un juge du Maroc, il y a un juge d'Allemagne, on sait les condamnations, on connaît les pays, et je vois mal un juge se déjuger par rapport à la politique. Donc oui, les dés sont un peu pipés. Il y a effectivement une présidente américaine qui peut avoir un avis dissident, mais n'oublions pas non plus qu'ici, on est sur un terrain juridique et que si la Cour décide à l'unanimité, ou en tout cas une majorité importante, de condamner Israël ou en tout cas de prendre des mesures conservatoires qui soient relativement protectrices de la population de Gaza, on risque de se retrouver dans une problématique si Israël va devoir limiter son avancée militaire, va devoir faire beaucoup plus attention parce qu'elle risque d'avoir une injonction et des mesures contraignantes décidée par le Conseil de sécurité avec en tête de file les États-Unis pour la contraindre à respecter. Et ça pourrait être un truchement pour lequel Biden pourrait demander en fait à Israël de réduire son activité militaire, chose qu'il a déjà évoquée. D'accord. Alors, je vais essayer de vous poser une dernière question, bien qu'on a beaucoup de mal à vous entendre. Déborah, si vous pouvez peut-être arranger votre portable pour que l'on puisse mieux vous entendre. Ma dernière question, elle est liée aussi à ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la justice en Israël avec la Cour suprême, parce que, vous savez, on a beaucoup dit pendant les manifestations contre la réforme que la réputation de la Cour suprême israélienne permettait de protéger justement Israël dans les instances internationales, dans des tribunaux comme le tribunal international de La Haye. Finalement, on n'a pas l'impression que cette Cour suprême, qui se montre très activiste, comme on l'a vu ces deux derniers jours, protège véritablement l'État d'Israël. Je me trompe ou pas ? Oui, complètement. Et c'est le point d'interrogation qui risque de se poser. D'abord, qui va choisir ce juge ? Est-ce que ça va être un juge conservateur ou libéral ? Puisqu'on a vu que la scission, elle est extrêmement claire et elle a été mise en exergue à plusieurs reprises sur les 2 dernières décisions qui ont été rendues par la Cour suprême. Et il va devoir être déterminé de savoir si l'activité militaire actuelle en Israël revêt un caractère génocidaire, et il est extrêmement problématique de tomber sur un juge israélien qui va se prononcer timidement ou qui ne va pas mettre le point sur la table en disant que l'action militaire qui a été engagée avec en tête de file du cabinet militaire Netanyahou, donc il va devoir quand même, d'une certaine manière, en tout cas de façon indirecte, protéger ce cabinet militaire. Donc ça reste des questions en suspens de savoir quel va être de façon extrêmement stratégique le choix de ce juge qui va participer à la forum des juges de la Cour internationale de justice. Eh bien, on a bien compris en tout cas l'essentiel, 80% de vos propos, parce que c'était pour la fin, c'était un peu difficile de vous comprendre, mais en tout cas, on a bien compris l'essentiel de vos propos. Merci beaucoup, maître Déborah Abitbol, de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est finalement extrêmement important. Je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est extrêmement important, surtout s'il s'agit de décisions contraignantes pour l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir Daniel.